À 18 ans, j'ai commencé à travailler en tant qu'opératrice chat. À 22 ans, j'ai commencé à créer mon tout premier call center. 5 flops avant finalement 2018. Quand tu dis que ça a floppé, qu'est-ce qui s'est passé? Le client n'a pas payé. C'est quoi le drive? C'est quoi le pourquoi? Je voulais vraiment finir ce que j'avais commencé. Ouais, aujourd'hui, du coup, vous êtes 33 collaborateurs. Exactement. On est 33 collaborateurs, on est dans un merveilleux cadre à Nalakil. C'est quoi les inconvénients du coup de bosser à Mada? Parce qu'il y en a forcément. Du côté ressources humaines, on a des personnes qui sont pas du tout talentueuses. Donc on voit vraiment le gap de l'éducation à Madagascar. Combien ça coûte un employé malgache, freelance, en agence? Dis-nous un peu les coûts. Un freelance qui n'a pas du tout d'expérience, franchement, ils peuvent aller... Elle a bâti une société de service client avec plus de 35 salariés en partant de zéro, 100% en autofinancement et en plus tout ça à Madagascar. Aujourd'hui, elle a une compagnie qui est grandissante, qui donne l'opportunité à plein de gens autour d'elle de travailler, de venir évoluer, de venir grandir avec eux en faisant des salaires 30% meilleurs que la moyenne, en créant des conditions de travail géniales pour les employés et pour les clients au quotidien. Et nous, on a l'opportunité de travailler avec elle depuis plus de 2 ans, avec plus de 6 employés à temps plein, à plus de 40 heures par semaine. On va le préciser parce que c'est important et ça fait la différence avec la France. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Nomia, fondatrice de SAV Control. Salut Nomia. Salut Enzo, merci beaucoup de m'avoir aujourd'hui sur ta plateforme. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. T'es en forme? En forme, et toi, dis-moi. C'est un vrai challenge pour moi de me montrer, mais j'imagine qu'en tant qu'entrepreneur, il faut vraiment faire face au challenge et faire face à ses peurs aussi, sortir de sa zone de confort. Donc, je suis là pour ça. Exactement. Merci d'être là avec nous. Je sais que c'est pas un exercice facile pour toi. C'est pour ça que je compte sur vous. Un maximum de commentaires, de likes, de messages, d'amour et de bienveillance pour Nomia. Et on va pouvoir commencer. Nomia, comment est-ce que tu as démarré cette aventure d'SAV Control? C'est une histoire qui est hyper inspirante. Et donc, raconte-nous un peu comment est-ce que ça a démarré. Alors, écoute, je vais te parler de toute l'histoire. À 18 ans, j'ai commencé à travailler en tant qu'opératrice chat. Donc, je viens d'une famille assez pauvre. J'ai dû travailler très jeune et étudier en même temps. Du coup, à 19 ans, j'ai commencé vraiment à être service client, tu vois, anglophone et francophone à l'époque. Et c'est là que j'avais compris à peu près le système du call center, comment ça marchait. Et à l'époque, j'étais sûre de vouloir être dans l'entrepreneuriat et surtout dans le call center. À 22 ans, j'ai commencé à créer mon tout premier call center. Flop total, mais beaucoup de leçons, c'est pas grave, on va apprendre. 2 ans plus tard, j'ai recréé mon call et entre-temps, bien sûr, j'ai retravaillé dans les call centers. Voilà, donc j'ai continué dans ces pas-là, encore des flops, 5 flops avant finalement 2018 où je vois une vidéo de Yomi qui dit « d'étudiant fauché à millionnaire ». J'étais là, ouais, comment il a fait le gars, je suis curieuse. Et il a commencé à parler de dropshipping. Mais bon, à Madagascar, tu sais, on n'a pas Stripe, on n'a pas PayPal, c'est ça qui est assez triste dans les pays africains comme nous. Et donc, du coup, j'avais fait des réflexions sur moi, qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je peux faire par rapport au dropshipping à l'époque. Donc, la réflexion, c'était que j'avais 7 années d'expérience dans le service client. Et donc, je peux offrir ça aux e-commerçants sans forcément faire de la formation qui coûtait 1000 balles, tu vois, à l'époque, ou comment faire du dropshipping. Je suis entrée dans le milieu en tant que service client SAV et pour la première fois en tant que freelance. T'as vu l'opportunité monter, t'as vu le truc, Exactement. Tu t'es dit, allez, je vais proposer mes services à ces gens-là. Exactement. Qui sont en train de faire le chemin, quoi. Exactement. Et donc, je vais faire ma formation aussi, entre-temps, dans le e-commerce, comme ça, avec mes clients. Voilà, donc c'était ça, la base. Ouais, tu vas apprendre finalement le dropshipping à travers les clients que tu vas servir au quotidien. Exactement. Et j'ai jamais fait de dropshipping. J'ai jamais fait de dropshipping, mais maintenant, je comprends tout le process, tu vois. Et du coup, j'ai pu offrir le meilleur service après. Avant que, du coup, tu nous racontes la suite de l'histoire, est-ce que tu peux partager pourquoi l'entrepreneuriat? Tu disais que tu étais sûr que tu allais à un moment donné entreprendre. Qu'est-ce qui fait de toi une entrepreneuse? Ça a été quand la première fois que tu t'es dit, tiens, je serais bien de l'autre côté, je serais bien du côté entrepreneur? Pourquoi est-ce que tu as eu envie d'entreprendre? Alors, à 19 ans, comme je t'ai dit, une fois que j'avais compris le système, donc c'était vraiment un déclic. Déjà, à 19 ans, je voulais être manager, tu te rends compte?
quand j'étais en call center, je voulais être leader. Je faisais tout pour être remarquée par rapport à mes compétences. Donc j'étais toujours la meilleure dans ce que je faisais. Je me suis prouvé à moi-même et à l'équipe que je pouvais être manager. Donc je voulais vraiment être leader à l'époque, à 19 ans. Or qu'on me prenait pas forcément au sérieux. Quand tu es une fille et t'as 19 ans, t'es toute petite. Mais j'ai réussi, à 20 ans, j'ai réussi à devenir manager pour la première fois. Entre parenthèses, c'était à 400 000 arrière mon salaire à l'époque en tant que manager. Donc, ça correspond à quoi en dollars, en euros? Là tout de suite, avec le cours de maintenant, c'est à peu près 88 euros. Mais à l'époque, je dirais que c'était à 100 euros. C'était un accomplissement, quoi, à l'époque. C'était un accomplissement. Donc, c'était le premier pas. Après ça, encore, je suis montée et montée et montée. Mais le plus important, c'est que j'ai un gros goût du risque. J'adore les grands risques. Donc, quand je montais, écoute, j'avais de l'économie. Je vais créer mon call center, je lâche tout. Et j'ai créé mon call center, ça a floppé. Je suis revenue travailler, j'ai pris mes économies. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le client n'a pas payé. Tu vois, j'ai aucune expérience. Voilà pourquoi je dis que c'est un grand risque. La méconnaissance du marché, de l'industrie. Et toi, tu es là, tu prends un client. Et après, j'ai travaillé dessus. J'ai eu 2 personnes avec moi qui a travaillé dessus. Mais après, le client, il n'a pas payé. Donc, j'ai dû payer les 2 autres avec ce que j'avais en économie. Et le client, il est parti. Après 2 mois, il m'a d'abord fait marcher. Écoute, le paiement n'est pas passé, etc., etc. Mais après, il est parti. J'ai dû payer 2 mois de salaire de mes agents à l'époque. Et le pire, c'est que... Ça t'a coûté 6 mois de salaire, tes 2 mois à toi, les 2 mois de tes 2 agents. Exactement. Et donc, tu toutes décides mes économies. de retourner prendre un boulot. Mais le plus important, c'est que c'est pour ça que je dis ça, je voulais vraiment faire de l'entrepreneuriat parce que j'ai jamais flanché à aucun moment. Je dois faire ça, je fais ça, et peu importe si ça va me coûter, je dois réussir à faire ce projet. Et donc, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est quoi le pourquoi? Pourquoi tu te bats comme ça? Je t'avoue que par réflexion, je pense que je voulais vraiment finir ce que j'avais commencé. Je voulais vraiment... Une revanche, fallait que ça marche. Il y avait une version de moi, tu vois, totally broken, à l'époque où quand j'avais perdu le projet, j'avais perdu mon boulot, mon copain m'avait lâché à l'époque, c'était tout ça en même temps, c'était vraiment une version de moi qui était totally broken et quand je la regarde, je lui dis, tu sais, on a réussi, on a un mari formidable, on a une équipe formidable, on a des clients qui payent déjà, très bonne nouvelle, et on a une agence absolument magnifique qui est recommandée, que les gens aiment, en tout cas ceux qui connaissent, ils aiment. On a eu très peu de retours négatifs, vraiment très 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 bas depuis qu'on est Tu vois, c'est une grande fierté. C'est pour ça que c'est une grande histoire derrière. Et c'était vraiment pour prouver à cette version de moi à 22 ans que je pouvais le faire, je peux le faire. C'est beau, c'est inspirant. Ça me parle, je sais pas vous derrière vos écrans si vous ressentez, mais perso, moi j'ai déjà les émotions qui montent. Nomia, en tant qu'entrepreneur, on a tous un peu une raison pour laquelle on entreprend. Il y en a beaucoup de garçons en général, beaucoup d'hommes veulent prouver à leur papa qu'ils sont capables, qu'ils pouvaient le faire. T'en as plein qui ont une revanche sur la vie. T'en as plein qui veulent la liberté, d'autres qui veulent gagner beaucoup d'argent, d'autres qui ont envie de faire marcher leur cerveau et de révolutionner quelque chose, de soutenir une cause qui est importante pour eux. Et toi, est-ce que tu étais drivé comme ça par quelque chose qui te dépasse un peu, quelque chose de plus grand? Oui. Alors oui, effectivement, je voulais rien prouver à qui que ce soit, à part à moi-même bien sûr, mais je voulais aussi offrir une meilleure vie à ma mère. Donc c'était ça aussi la base, parce que on était très pauvres, comme je te dis. J'aimerais pas m'étaler dessus, mais ma mère à l'époque, elle est toujours une inspiration pour moi. Elle nous a élevés, on est 4, donc j'ai 3 grands frères et je suis la plus petite. Mais c'était pour elle d'abord. Tu sais, ce genre de personne qui a beaucoup d'idées tout le temps, qui veut faire quelque chose, multitask on va dire, mais je suis très passionnée par la création de projets comme ça. Je voulais, donc dans le call center, parce qu'on a beaucoup parlé de call center, je voulais faire sortir les gens dans ce cercle où on était tellement exploité à l'époque. Tu vois, 400 000 arrières en tant que manager, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est très grave. Heureusement que ça change maintenant. Pour qu'on ait une compréhension, avec 100 euros, tu vis comment, Amada? Il faudrait déjà ne pas avoir de loyer à payer. Par rapport à la France? Il faudrait déjà ne pas avoir de loyer à payer. Parce que si tu as un loyer, ça te coûte déjà, disons, 200 000 arrières de loyer. Ouais, ça coûte pour ça ton salaire. Avec 200 000 arrières de loyer, tu n'as pas un truc beau. C'est vraiment horrible. Et surtout en ce moment. Ouais, donc tu survis, quoi.
Tu étais manager, mais tu survis, quoi. Exactement. Mais heureusement qu'on n'avait pas forcément de loyer. Je pouvais aider ma mère, du coup, avec toute la totalité de mon salaire à l'époque. Donc, je mettais juste une petite économie pour moi et le reste, c'était pour ma mère. Donc, il y avait ma mère, hein, c'était vraiment très important. Mais aussi, il y avait ce désir d'offrir aux gens un meilleur environnement. Si c'était toujours ça la promesse, si j'arrive à faire un call center, moi, la condition, ce serait salaire comme ça, on a telle ambiance, on a tel environnement, et c'est pour ça qu'on a autant changé de cadre, parce que dès qu'on évoluait, tu vois, au niveau du chiffre d'affaires, je changeais le cadre en fonction. Il fallait que le cadre suive avec ça. Il fallait que je teste des types de management. C'est pas facile. De toute façon, comme je t'ai dit, j'étais freelance, donc j'avais pas du tout de connaissances dans la gestion d'un business. Mais avec le temps, j'ai pu tester encore et encore, et jusqu'à ce que j'arrive à une conclusion. Mais en tout cas, moi, quand tu m'as dit que tu te versais 1200 euros, je me suis dit, elle est intelligente, Nomia. Tu pourrais te mettre 5000 euros par mois. La société a les moyens. Tu les génères, tu les fais tous les mois. Je te donne un exemple. En décembre, tous les bénéfices de SAV, c'est revenu aux agents. L'agent de l'année, il a eu un iPhone 14 Pro Max. C'est beaucoup pour le chiffre d'affaires de SAV et les bénéfices qu'on a. On n'a pas seulement fait des sorties, on a donné des électroménagers, des trucs, on a fait des diplômes. Décision. Oui, tu exactement. Tu pourrais gagner 5000 euros par mois. C'est ce que je te dis. Tu le fais pas. Et c'est intelligent, c'est smart. Tu investis dans ta boîte. Oui, je réinvestis. Tu surtout devrais pas être honteuse. Ça, je pense qu'il y a du travail hors dev perso là-dessus. Parce que je suis sûr qu'il y a plein d'entrepreneurs à Madagascar, de la capitale, qui sont très fiers de dire combien ils gagnent, et que ça veut pas dire uniquement qu'ils se la pètent, tu vois. Ça veut pas dire uniquement qu'ils se la racontent. Oui, je vois. Ça veut dire aussi qu'il y a une bonne santé financière pour l'entreprise. Ça veut dire aussi que l'entreprise, elle marche bien. Nomia, du coup, tu nous as partagé pourquoi est-ce que tu voulais entreprendre, ce qui te tenait à cœur, ce qui a fait que tu t'es relevé quand tu t'es pété la gueule à chaque fois. On est à peu près vers quel âge là? 22 ans, c'est ça? C'est à ce moment-là que tu vas commencer à créer la base qui va permettre que ça grandisse? Et à 22 ans. Donc à 20 ans, j'ai déjà essayé un tout petit peu, mais ça n'a pas marché. Mais à 22 ans, c'était vraiment un déclic pour moi. Et à 25 ans, finalement, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec la vidéo de Yoni, dropshipping et tout ça, c'est là que j'ai vraiment réussi à créer quelque chose. Donc j'ai eu mon premier client. Qu'est-ce que tu as fait de différent du coup cette fois-là? Toute la stratégie a été différente. La manière de chercher le client, la manière d'aborder le client, l'expertise qui était pas... Enfin, tu sais, le call center, c'est toute une organisation. Là, tu peux parler de outbound, inbound, cold calling, tu vois, il y a beaucoup de choses, donc, de métiers, exactement, de sous-métiers. Exactement. Donc moi, j'ai choisi le SAV spécialement pour une niche qui était les e-commerçants. C'était ça la stratégie. Ouais. C'était vraiment niché et c'était vraiment là. Ça a tout changé. Et heureusement pour moi, malheureusement et tu les as fait payer direct d'abord non, ils payent et après tu travailles cette fois-là. Alors, Upwork, la magie d'Upwork, c'est une plateforme où c'est eux qui font toute la partie paiement, tu vois. Ils s'assurent que tu sois payé, voilà. Mais après ça, donc encore une fois, j'ai fait le premier contrat hors Upwork et ça a marché. Ils ont payé pour moi. C'était le meilleur jour de ma vie quand j'ai eu ce premier virement hors Upwork où j'ai envoyé la facture, je l'ai eu, j'ai sauté du lit, j'ai réussi à faire quelque chose là, je tiens quelque chose. Après ça, je dirais, la chance m'a souri vraiment. Il y avait quelqu'un dans l'e-commerce qui était très satisfait de mon travail. Il avait un groupe Facebook, il avait juste partagé la photo de la toute première salle de SAV à l'époque et il a dit voilà, ils peuvent avoir 7 personnes si vous êtes intéressé à externaliser votre SAV. Du jour au lendemain, j'ai eu à peu près 10 clients. Du jour au lendemain, c'était comme ça. Et encore une fois, je dirais que c'est de la chance, mais c'est la recommandation qui a fait que ça a marché. C'est le travail bien fait. Et là, du coup, Covid arrive. Et encore une fois, la société, elle a scalé. Parce que tout le monde, dans le dropshipping en tout cas, dans l'e-commerce, a presque réussi. Parce que tout le monde achetait en ligne au moment du Covid. Et ça a boomé. Ça a boomé comme pas possible. Première année. Je savais pas du tout quoi faire, je t'avoue. J'étais perdue parce que entre le recrutement, la formation, le Covid, donc il fallait travailler à distance, comment gérer les salaires, comment mettre le salaire, comment faire en sorte que les agents y restent et voilà, tu vois, il y a toujours
ce truc et moi j'étais novice, complètement novice dans le leadership surtout à l'époque. Donc c'était beaucoup de leçons en une seule fois, mais finalement ça s'est très bien passé. Et le reste n'est qu'une histoire, comme on dit. Ouais, aujourd'hui, du coup, vous êtes 33 collaborateurs. Exactement. On est 33 collaborateurs. On a changé de cadre. On est dans un merveilleux cadre à Nalakil. On a toujours mis en place, tu sais, cet environnement dont je te parle, fraternité, convivialité surtout. Et là, heureusement pour nous, beaucoup d'agents sont restés là depuis l'ouverture, depuis 3 ans minimum. Voilà, on arrive toujours à fidéliser les agents. C'est très important pour moi de ce côté-là. C'est tellement à atteindre à l'époque. En off, tu payes en moyenne 30% de plus, à peu près 40% de plus les agents. Pour te faire une comparaison, vraiment, WebEx, par exemple, quand j'ai travaillé là-bas à l'époque, par contre, je pense qu'ils sont à 400 000 arrières actuellement. À 400 000 arrières, donc de salaire de base, et nous, on est à 700 000 arrières de salaire de base. Oui, pour les opérateurs. Quasiment 2 fois plus, quoi. Donc, on est à 700 000 arrières, mais encore, on a les primes d'ancienneté, d'assiduité, etc. Et encore, on a les indemnités et les sorties. Mais quand tu travailles chez Webel, Intelsia, donc SFR, SFR, ils sont ici aussi. SFR, par exemple, il y a 500 000 arrières le mois, tu vois. C'est des grandes entreprises, à milliers de personnes qui travaillent chez eux, mais ils font pas de sortie. Et toi, c'est important de faire différemment, quoi. De pas exploiter les gens. Parce que j'étais là, parce que j'étais à leur place. J'étais là. Je faisais partie de ces gens-là pendant 7 ans de ma vie. J'étais agent en call center. J'ai pris les appels, j'ai fait le SAV, j'ai fait tout ça. J'ai fait de l'opération au back office, en front office, tout ça. Je l'ai fait et je sais ce que ça fait d'avoir la pression, d'être exploité. Vraiment, tu as la pression tout le temps. Ça s'arrête pas. Et finalement, après, il y a toujours des problèmes avec ta paye. Il y a toujours des problèmes avec tes collègues. Je voulais vraiment autre chose. Donc l'ambiance, encore une fois, nous on sort tous les mois chez SAV. On sort, sortie nocturne, parce que tu sais, ici à Madagascar, on aime faire la fête. Donc sortie nocturne les vendredis ou les samedis, ça dépend de nos shifts. Et on fait des team building tous les 3 mois. Ça, c'est vraiment important, ça fait partie de la culture d'entreprise, quoi. Exactement. Aujourd'hui, du coup, t'es plus tout seul. Il y a une directrice générale qui t'aide au quotidien. Il y a une formatrice qui forme tous les employés. T'as un informaticien. Moi, ça m'a tué quand tu m'as dit ça. J'ai un informaticien. T'as une équipe qui va s'occuper aussi de faire des services un peu annexes, graphisme, intégration de fiches produits, création de sites. Et puis, t'as à peu près 24 opérateurs SAV en ce moment. T'as eu des pics jusqu'à plus de 35 opérateurs sur la période du Q4 et sur les plus gros pics, tu as réussi finalement à devenir un peu une CEO avec une vraie grosse entreprise, une organisation, une hiérarchie. Ça serait quoi un peu les grands conseils que tu donnerais pour les gens qui sont en train justement de scaler, de bâtir? Qu'est-ce qui t'a permis d'y arriver? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Pour ma part, tu sais, au niveau scaling, je n'ai pas du tout fait de marketing concrètement, mais j'ai investi plutôt dans la RH et en interne. Donc, je te dirais que pour moi, j'ai réussi à scaler parce que mon équipe a bien travaillé. Donc, la qualité de service et l'engagement que mon équipe a eu par rapport à tous les clients, par rapport aux services qu'on a proposés et par rapport à l'entreprise, c'est ce qui a fait qu'on a pu scaler. Donc, en termes de scaling, c'est mon équipe que je dois remercier. Qu'est-ce que tu as fait pour mettre ça en place, du coup? Comme je t'ai dit, tout ça, c'est grâce à l'équipe. Ça fait longtemps que je ne fais plus de SAV en tant que directrice. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est grâce à l'équipe. C'est l'équipe qui le fait, c'est pas moi. Je réinvestis toujours dans l'équipe. C'est ça mon scaling à moi. C'est pas efficace, c'est non mesurable effectivement et tout ça, mais il y a quand même une petite efficacité dont je suis assez fière, qu'on est resté 4 ans et demi sans marketing grâce à cette stratégie. Et imagine avec du marketing, mais officiellement en plus, ouais. Voilà, officiellement, je ne pourrais pas donner de vrais conseils par rapport au scaling, mais ce que je pourrais dire, c'est que si une personne... tu sais, scaling, c'est aussi le scaling de tes équipes. Par exemple, quand tu es passé de 1 à 30 personnes, il faut quand même faire que ça marche. Il faut réussir à maintenir les gens, il faut réussir à recruter efficacement. Oui. Il faut réussir à les investir dans la culture d'entreprise, il faut les former rapidement. Tout ça, tu as dû le faire. Oui.
fallait créer un système. Et avec Elisa, ma directrice, on a créé tout un système par rapport à ça. Elle s'occupait du recrutement, je m'occupais des formations, ou alors l'inverse. Je m'occupais de parler avec les clients, elle s'occupait de l'intégration des agents. Des fois, je fais son travail, des fois, elle fait mon travail, des fois, on le fait ensemble, mais j'avais vraiment Elisa avec moi. Voilà. Encore une fois, le fait d'avoir une personne comme Elisa, par exemple, depuis le début, ça veut dire que j'ai quand même, il y a quand même une réussite, tu vois, du côté culture, où il y a son engagement depuis le départ. Donc, il y a vraiment un truc qui s'est passé parce qu'elle était agent aussi. Tu sais, au début, elle était juste agent et moi, je m'occupais de toute la partie. Hein. Mais je savais qu'elle avait de l'engagement. J'avais vu en elle quelque chose, tu sais, je sais pas trop expliquer, mais voilà. Mais si donc, tu veux, trouver ton bras droit, c'est aussi un élément essentiel. Ah, absolument, absolument. Et je pense que le plus important, c'est jamais lâcher, tu sais. Il y a des jours où tellement t'as des pressions, tellement tu es à 4 heures du matin en train encore de parler avec des clients, à régler des problèmes. Il y aura des problèmes, absolument. Est-ce que tu sais tout faire? Non, absolument. Enfin, tu sais pas. Tu sais pas tout faire. Il y a des clients qui vont pas être bons avec toi. Il y a des clients qui vont totalement être gentils avec toi. Et je pense qu'avec le temps, tu as un grand insight de ce que tu veux, de ce que tu veux pas. Et donc, c'est à partir de là que tu crées tes boundaries. Ok, ce type de client, je veux bien travailler avec. Ce type de client, je ne veux plus travailler avec. Je vais créer un système par rapport à ça. Si tu veux, pour ma part, apprendre les leçons que tu as au moment au moment où tu les as, parce que en fait, des fois, il y a des leçons qui arrivent et tu sais pas que c'était des leçons et ça revient à chaque fois. Et donc ça, il faut vraiment que tu arrives à voir, oh, c'était ça en fait le truc. Ok, je vais plus refaire, je change par ça, je teste par ça. Et il faut toujours tester une stratégie et puis une autre et puis une autre et puis une autre. Donc c'est ça aussi qui fait un bon, je pense, entrepreneur, c'est que les failures, il a pas peur, tu vois, de faire des échecs de stratégie. Il a pas peur de prendre des risques, de ok, on va changer ça, est-ce que ça va marcher ou pas. Ok, ça a marché, tant mieux. Quelle leçon on apprend d'ailleurs quand ça marche, tu vois? On apprend que ça marche juste, mais quand tu fais des erreurs, c'est là que tu apprends le plus, mais à fond. Mais des fois, on est un peu, voilà, que t'apprends pas et ça revient très vite. Ça te revient à la gueule, mais... Aussi, on voit ça aussi beaucoup en dev perso, ça. Ça, tu veux pas voir ce mauvais côté ou tu veux pas comprendre ce biais que tu as et finalement, tu sais, pourquoi j'ai toujours cette personne toxique dans ma vie qui vient, qui me prend mon énergie, etc. Bah oui, c'est parce qu'à chaque fois, t'es pas capable de voir ce truc toxique chez toi et donc tu le recrées en permanence. Absolument. C'est vraiment, vraiment très inspirant. Et moi, je le dis encore, alors je te l'ai déjà dit hier parce qu'on avait déjà fait un call. Mais tu as une énergie qui est folle et qui est solaire et j'espère que les gens peuvent être touchés, peuvent ressentir ça. Nomir, parle-nous un petit peu maintenant de justement bosser avec Madagascar. Pourquoi est-ce que les gens devraient déléguer à Madagascar? C'est ton entreprise, donc forcément, bien évidemment, tu es jugé parti. Mais pourquoi utiliser Madagascar pour travailler? Pourquoi c'est quoi les avantages de travailler avec Madagascar? Et bien évidemment, en l'occurrence, je travaille avec SAV Control, mais pourquoi est-ce que c'est intéressant pour nous, entreprises françaises, francophones, de bosser avec Mada? Alors, déjà, Madagascar, c'est un pays francophone. Hein. Beaucoup de Malgaches parlent fluently, couramment français, vraiment, c'est impressionnant. On a pas mal de ressources humaines, je t'avouerai que de la part des écoles, des grandes écoles ou des petites écoles d'ailleurs, hein, les Malgaches ont beaucoup de potentiel. Et on est beaucoup plus intelligents. Je sais qu'on est un pays assez pauvre, mais notre ressources humaines est quand même pas mal au niveau surtout de langue, de technicité. En gros, tu veux dire que les gens sont beaucoup plus smart que le pays n'est riche, quoi. Et donc, du coup, tu as un décalage entre ce que les gens coûtent par rapport à leur niveau d'intelligence. C'est tout à fait ça. Pourquoi Madagascar? Écoute, déjà, le fait de déléguer en général, tu payes ton temps, tu vois, quand tu délègues. Donc, c'est très important. Quand tu vas à Madagascar, tu fais plus le recrutement, tu fais plus la formation, tu as un système déjà en place, donc ça aide beaucoup.
dans l'entrepreneuriat. S'il fallait choisir, tu vois, entre un freelance et une agence. Maintenant, Madagascar, c'est une évidence que pour un francophone, délégué à Madagascar, c'est plus intéressant au niveau coût, bien sûr, au niveau coût, mais aussi au niveau, comme on a dit, smart. Mais quand tu choisis un freelance, c'est vraiment un expert, tu vois, si tu veux, et c'est très bien. Un expert, tu as toute sa connaissance, toute son expertise, absolument, tout est parfait. Mais par contre, un freelance, l'inconvénient, c'est qu'il est maître de son temps. Donc quand il te dit, ok, je peux pas travailler aujourd'hui, ni demain, je suis malade, ou alors je peux pas travailler aujourd'hui parce que il y a la famille, ça peut arriver. Et donc ça, tu n'as pas le contrôle sur ça. Donc c'est juste la différence entre prendre un freelance et prendre une agence en général, que ce soit SAV Control ou autre. Hein. En agence, tu as la supervision, tu as la rotation, tu as les managers. Et tu as aussi quelqu'un qui remplace la personne si ton agent n'est pas là. Ouais, effectivement. Et puis moi, il y a d'autres choses sur lesquelles j'aimerais rebondir sur ce truc du freelance. C'est peut-être aussi un peu une différence culturelle. Donc moi, avant de bosser avec toi, je pense que j'ai dû bosser avec une vingtaine de malgaches à peu près au total. Ben, tu sais, parfois on se comprend pas trop. Parfois on a une vision un petit peu différente. Parfois tu attends des choses qui sont évidentes pour toi, mais qui ne le sont pas pour l'autre. Bon, ça c'est l'être humain de façon globale. Hein. Mais ça peut arriver qu'il y a des différences culturelles. Et puis, il y a aussi une communication assez fériée. Je te l'avais pas dit. J'ai oublié, mais pour lui, c'est évident. C'est férié. Oui. Donc, c'est normal. Mais nous, on n'est pas du tout au courant, par exemple, des fériés à Mada, la famille, ou l'impact religieux, ou les fêtes locales, ou les problèmes d'Internet, ou les intempéries, ou mon oncle, et je sais pas quoi, tu vois. Et donc, c'est hyper compliqué à gérer quand tu es à distance et tu te dis, est-ce que le mec me raconte des conneries? Est-ce que c'est une réalité? Et puis, l'autre truc, et ça, j'aimerais que tu en parles aussi, c'est en freelance, il y a tellement une différence économique et les malgaches, c'est des bosseurs qu'ils ont tendance à prendre 2 voire 3 contrats qui te disent qu'ils sont à temps plein pour toi. Mais ils essayent de tout faire en un mi-temps et de cumuler les jobs. Ça, moi, je l'ai vécu par expérience. Très compliqué à contrôler, à pouvoir suivre. Et en fait, tu peux pas non plus en vouloir aux malgaches. Le mec, il va gagner, il gagne 100 balles ou 200 balles. Toi, tu vas le payer, j'en sais rien, 400 ou 500 balles. S'il peut avoir 2-3 missions et mettre à l'abri sa famille, tant que la qualité du travail... Alors, le problème, c'est la communication, le problème, c'est l'engagement, le problème, c'est la loyauté. Mais lui, entre toi, tes envies, et lui, mettre à l'abri sa famille et sauver sa mère ou je sais pas quoi, il va faire son trou. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est dans la culture? Est-ce que tu le vois beaucoup? Est-ce que ça se fait encore? Comment est-ce qu'on fait pour éviter ça? Raconte-nous un peu. Si tu parles par exemple de la plateforme Upwork, il y a le timer qui est assez génial, donc on peut pas aller au-delà du 24 heures, tu vois. Tu contrôles le temps des gens. Exactement, il contrôle le temps des gens. Mais si tu es hors... C'est ce que je vous recommande d'ailleurs, petit tips, hein. Même si vous ne travaillez pas sur Upwork, il y a des applications qui permettent de contrôler le temps des gens avec des captures d'écran qui sont prêts de façon aléatoire, etc. C'est un outil qu'on utilisait à un moment donné, avant justement de travailler avec une agence, pour pouvoir justement suivre un peu ce qui se passe chez les gens. Et même si tu te dis, ouais, t'as pas envie de contrôler le temps, au moins tu mets l'outil et comme ça la question se pose pas et les gens auront pas tendance à vouloir essayer de t'arnaquer ou d'abuser vu qu'il y a un outil de contrôle, quoi. Alors oui, effectivement, les freelances, ils sont toujours, c'est toujours un risque qui peut arriver. Je pense que même si c'est culturel, je pense que c'est un risque que tu peux avoir, que même si tu vas aux Philippines ou à Maroc, il y a toujours les gens qui veulent avoir plus et pour X raisons, hein, en général. Mais il y a aussi, ça c'est assez culturel. Par contre, peut-être qu'ils ont la flemme des fois par rapport aux excuses. Mon oncle tel, ça peut aussi être la flemme des fois, ou alors vraiment un vrai empêchement. Mais j'ai vu ça plusieurs fois. J'étais freelance, je sais comment ça se passe de l'autre côté aussi. Je connais des freelances. Encore une fois, l'avantage de passer par l'agence, c'est d'éviter tout ça, tu vois. Tu as quand même une certaine garantie par rapport à l'argent que tu payes, tu as une garantie. Et on peut pas dire non plus que le coût soit énorme. Après, j'ai regardé sur le marché, SAV Control reste raisonnable par rapport au coût, par rapport surtout à l'expertise qu'on a collecté pendant ces 4 années et demie dans l'e-commerce, mais vraiment niché dans l'e-commerce. On sait absolument tout ce qu'il y a à savoir dans l'e-commerce. Donc, que ce soit les litiges ou tu vois absolument tout ce qui s'est passé, toute situation, tu peux te dire qu'avec plus de 300 clients depuis l'ouverture,
le lancement. Je ne ferai pas trop de publicité, mais choisissez-nous. On peut vous aider, oui, effectivement. Ok, là, c'est l'introverti qui C'est est mignon cette sorti. publicité pudique. C'est mignon. Je dirais que voilà, Moi, l'expertise. je partagerai après moi mes raisons pour lesquelles j'ai décidé de basculer en agence, de payer plus cher, D'accord. etc. Dis-nous avant ça, combien ça coûte un employé malgache, genre en freelance, en agence, dis-nous un peu les coûts, parle-nous un peu des différents prix parce qu'il y a un peu de tous les prix. Oui, effectivement. Alors, je pourrais pas te dire exactement qui fait quoi, mais un freelance qui n'a pas du tout d'expérience, franchement, ils peuvent aller 4 euros, 5 euros de l'heure, qui n'a pas du tout d'expérience, mais je recommanderais quand même aux freelances enfin, s'il y a des freelances ici, ou alors des personnes qui souhaitent être freelance, faudrait d'abord avoir de l'expérience dans les vrais call centers avant de se lancer. C'est important D'accord. d'avoir quand même minimum Selon de toi, le call connaissances. center, c'est une bonne école, quoi. Oui, absolument. C'est vrai qu'il y a toute la partie exploitation salaire, mais du côté connaissance, j'aurais jamais pu être qui je suis là tout de suite sans mon passé d'opératrice de call center agent, tu vois, c'est pas possible. J'aurais même pas pu travailler avec vous et vous dire que oui, effectivement, je sais faire du service client, parce que c'est un art aussi de parler avec les clients, tu sais, quand il y a des clients qui sont vraiment mécontents, qui t'insultent, enfin, l'intelligence émotionnelle doit être énorme. Tu apprends beaucoup de choses sur toi-même et sur les gens, finalement. Tu apprends à être empathique, voilà, il y a beaucoup de choses que tu apprends dans l'école de la vie, des call centers. Mais oui, je recommanderais à tout le monde, en tout cas à tous ceux qui veulent faire de l'externalisation ou en service, parce qu'à Madagascar, c'est le métier dans lequel il faut se concentrer. Franchement, faut pas se voiler la face non plus. Donc le métier, quand je dis ça, le métier c'est pas le SAV, c'est le métier en externalisation. Donc tu peux être dev, tu peux faire des créations de sites, tu peux faire du graphisme, tu peux faire des calls, il y a plein de choses, hein. Comme on a dit, il y a des secteurs, des branches. C'est un pays de tout service ça. en tout cas. Exactement. On a beaucoup de jeunes qui sont talentueux comme pas possible et qui n'ont pas de boulot, ou alors qui sont payés d'une misère, mais voilà, faut pas y arriver avec un peu d'effort, mais voilà. Il faut se concentrer sur l'acquisition de Comment on fait pour connaissances. pas se faire avoir alors? Combien est-ce qu'il faut qu'on paye? Pour un freelance, comme je t'ai dit, inexpérimenté, 4 euros, 5 euros. En agence, nous, on avait commencé aussi à 5 euros. Je t'avoue, à l'époque, on avait commencé à 5 euros. Maintenant, on n'en est plus là. Pour les experts, je t'avouerai qu'il y a même des freelances à Madagascar qui arrivent à 20 euros de l'heure. Donc, ça dépend vraiment. Pour les SAV, hein, je reste toujours 20 sur euros les de SAV. l'heure qui va être un tarif France Oui. un peu débutant. En général, une assistante débutante en ça. France, elle va démarrer à peu près à 20 euros de l'heure, un truc comme ça. C'est ça. Et pour ici, tu as vraiment une experte, une experte dans le SAV pour 20 euros. Et c'est énorme, d'ailleurs. Pour Madagascar, à 20 euros de l'heure, c'est impressionnant. Ok, donc on a la fourchette là, de la moins chère au plus cher, quoi. Voilà, pour te faire une comparaison, SAV Control se met dans la moyenne à peu près. Nous, si on va de l'heure, on est sur du 10 à peu près. Donc voilà. On est vraiment dans la Alors toi, moyenne. pourquoi tu factures pas à l'heure? T'as un format qui est assez intéressant. C'est tu payes en fonction de ce que tu consommes. Tu as des contrats qui sont sans engagement. Exactement. Alors que toi, tu t'engages forcément. Tu as des contrats à faire, CDI, CDD, etc. C'est au nombre de jours. Tu t'adaptes un petit peu aux besoins des clients. Raconte-nous un peu comment est-ce que tu prices, comment est-ce que tu as défini ton offre. Alors j'ai fait des packs, ça dépend, tu vois, du nombre de mails et du nombre de tâches qu'il faut effectuer sur le projet. Mais il y a des packs full, tu vois, des packs part. Ça dépend vraiment. Donc des packs part, par exemple, à 4 heures par jour, parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de mails, il n'y a pas beaucoup de tâches à effectuer. Tu as besoin d'un mi-temps. Plutôt que de t'engager financièrement, etc., tu prends un mi-temps à Mada, pas très cher, déjà formé par vous. Comme ça, tant que j'ai besoin, je prends. Si demain, j'ai plus besoin, je coupe, quoi. C'est un peu ça l'idée. Non, du tout. En fait, si tu veux, en organisation interne, on s'engage toujours. Et une personne qui fera un part aura 2 parts, tu vois. Oui, toi, tu t'engages, mais pour le client,
Ah moi, oui, je suis pour d'un le point de vue client, client. excuse-moi. Oui, Et là, on parle aux e-commerçants, tu vois. L'idée, c'est de se dire, oui. OK, j'ai une augmentation, ou ça commence à faire un peu d'argent. J'ai un peu peur de recruter Hmm, parce que c'est peut-être mon premier recrutement ou parce que c'est des frais, etc. hmm. Un part, Amada, géré par une agence, tu vois, je prends pas trop de risques finalement. C'est un peu ça ce que je C'est disais. ça, absolument. Oui, effectivement, quand tu prends, c'est juste une prestation comme une autre, hein. C'est comme prendre un fournisseur, tu t'engages pas. Après, je sais pas si avec les fournisseurs, on s'engage, mais ça dépend, je pense, des contrats. Bah, des fois, il faut t'engager. Ça dépend quel niveau de business tu fais. Ça dépend ce Exactement, que tu fais, ouais. exactement. Bien sûr. Mais oui, pour SAV, pour l'instant, pas d'engagement. Ça dépend vraiment de. Mais la plupart du temps, Même si les gens j'imagine sont, que la majorité des clients, ils restent ils avec restent. vous parce que tu vas pas changer de SAV toutes les semaines. Bah Il oui. reste, absolument. On a très très peu Ouais. de taux on va dire, de retours négatifs. Et ceux qui ont eu des retours négatifs, c'est surtout quand on avait, en toute transparence, quand on avait commencé à faire les services annexes. Donc on était vraiment en train d'apprendre les En train de services tester, annexes, quoi. Ouais. exactement. Et là, on a eu des retours assez négatifs. Mais on a continué d'apprendre. On continue d'ailleurs encore, hein, pour les tunnels de vente, pour la création de sites Shopify ou création de fiches produits. On apprend toujours, mais oui, c'était surtout par rapport à ça, mais par rapport au SAV, on a moins de retours. Tu maîtrises beaucoup plus ton job, quoi. Nous, du coup, on a décidé de commencer à bosser avec vous. Il y a pas loin de 2 ans, je pense. Ça devait être, il y a peut-être 1 an et demi pour être précis. Pourquoi? Donc moi, j'avais déjà des malgaches, du coup, dans mon équipe. On avait des malgaches je dois payer à peu près entre 300 et 400 euros à peu près. Des gens qui, en général, avaient déjà de l'expérience, ou en tout cas, répondaient un peu aux tests techniques un peu de base et tout ça. Sauf que freelance, donc tous les problèmes que ça peut engendrer dont on a parlé précédemment. Par recommandation, j'arrive chez toi et prends un premier agent en mode on va tester. Un des gros avantages à Madagascar, c'est qu'il n'y a pas les lois françaises déjà. Donc c'est pas 35 heures semaine. Un des gros avantages à Madagascar, quand vous tombez sur quelqu'un qui est un petit peu bosseur, il bosse. Alors oui, il y a aussi le désavantage de ce qu'on disait tout à l'heure. Parfois, il y a aussi des gens qui ont la flemme. Oui. Et quand c'est quelqu'un qui est un bosseur, il bosse et il va faire l'extra mile. Il va faire un peu plus. Oui. Du coup, en général, c'est des contrats qui sont 40 heures, si je dis pas de bêtises. C'est ça. 40 heures semaine, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, on a commencé avec un opérateur full-time, 40 heures. Je me souviens qu'au début, je me suis dit, c'est un peu cher quand même. C'était 1000 euros par mois, Oui, par sans rapport engagement. à tes Mais freelances, justement, effectivement. c'est sans engagement. Pour nous, en tant que client, c'est sans engagement. Donc, s'il y a quoi que ce soit, etc., tu te dis, bon, no strings attached, on teste et on voit. Et c'est ce que je me suis dit, c'est ce que je fais en général d'ailleurs. On teste et on voit. Et en fait, le truc, c'est ça. C'est donc, tu payes à peu près 2 fois plus cher, 2 fois et demi plus cher. Tu as un manager qui est inclus dans le package. Tu as de la supervision. Donc, tu sais qu'il n'y a pas d'arnaque. Première chose. Deuxième chose, il y a des bureaux, une connexion Internet. Donc, moi, par exemple, mes malgaches que j'ai toujours dans l'équipe, je les paye 2 mois en avance pour être sûr qu'ils aient l'argent pour pouvoir payer leur connexion Internet. Parce que c'est toujours un débat. J'ai plus d'argent dans ma connexion, j'ai plus de gigas, etc. On en parlait un peu en off. L'Internet à Madagascar coûte cher et avoir ça peut être chiant, donc il faut toujours du cash. Faire des virements à Madagascar, c'est compliqué. Absolument. C'est compliqué et ça coûte de l'argent. Ah Beaucoup de gens le savent. J'ai dû perdre une dizaine de virements. Facile. J'allais dire 20, mais non. J'ai dû perdre une dizaine de virements où il y a la preuve que l'argent est arrivé sur la banque à Mada et la banque du mec dit non, on n'a pas l'argent. Je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas ce que c'est. Moi, j'appelle ça du vol, mais je suis pas le seul à avoir vécu ça. Il y a plein de cas de figure dans lesquels les virements ils arrivent pas. Il y a plein de banques intermédiaires, tout le monde se relance la balle, on sait pas où est l'argent. C'est arrivé plusieurs fois où mes employés n'ont pas reçu l'argent. T'as déjà entendu parler d'histoires comme ça, toi? Alors non, puisque Non. alors non, je t'avoue, parce que moi j'ai utilisé plusieurs fois on a envoyé de l'argent à Mada, oui. sur des banques différentes, hein, des employés différents qui ne se connaissent pas. Tu vois, je me suis dit, au bout d'un moment, on s'est dit peut-être ils se foutent de notre gueule. Mais non. Ils se connaissent pas et des gens différents. L'argent est censé arriver sur leur compte et eux ne le reçoivent pas. Ouais. Donc finalement, tu vois, tu te retrouves à le payer 2 fois. Donc au final, ça te coûte toujours plus cher. Oui. Et donc le gros avantage de travailler avec une agence aussi. Et dans tous les cas, toi, tu connais ces problématiques-là. Du coup, on n'envoie pas directement l'argent à Madagascar. Tu vas avoir des comptes avec des IBAN, etc. Ce qui vont faciliter le process. Il n'y a pas ces problèmes-là. On gagne en confort, on gagne en facilité. C'est ça. Si on a des malgaches qui regardent cette vidéo, donc vous pouvez utiliser Payoneer. Payoneer, c'est vraiment utile à Madagascar pour les paiements. Hein.
ou encore Wise, donc Wise personnel, voilà, vous pouvez utiliser ça, c'est les deux meilleurs à Madagascar et vous n'aurez pas du tout de problème de paiement comme ça si vous passez par BFV par exemple ou BOA ou les autres banques Ok, à donc les gens peuvent Madagascar. directement avoir un compte Wise à Mada. Exactement, oui, sans passer par... Oh là là. Oui, Mais moi, j'envoie l'argent directement sur leur compte, tu sais, Bank of Madagascar, etc. oui, c'est ça, c'est BOA par exemple. Bah, BOA c'est terrible comme banque, Ouais. hein. Je suis désolée BOA si tu C'est regardes terrible. ça. C'est Mais terrible. c'est terrible. Vous êtes terrible. MCB, c'est Et assez donc, bon. et donc, mais- ok, donc je peux Wise très bien alors Pioneer. demander tu sais, à mes free, à mes employés de Oui. créer un compte Wise et on les paye via ça. Absolument, absolument. Au Pioneer. Bon, donc déjà, ça va l'un des m'éviter deux. au moins 15 Oui. ou 20 euros de frais Ah oui. par mois, par virement. Ah Minimum. oui, absolument, Ok. absolument. Super. Bon, bah, merci pour le tips, Nomia. Avec Et en tout plaisir. cas, du coup, l'idée c'était ça, c'était d'avoir ce confort de quand il est malade, il y a un remplacement, que les gens soient formés, que les gens soient cadrés, qu'il y ait un travail qui soit fait pour améliorer leur productivité. Même si je suis conscient, je suis un entrepreneur dans tous les cas, Nomia est entrepreneuse, j'ai pas besoin de prendre des gants pour lui parler. Forcément, elle va faire de la marge, la structure de faire de la marge. Il y a des loyers, il y a tout ça qu'il faut anticiper. Donc oui, on paye plus cher, mais on gagne en qualité, on gagne en tranquillité, on gagne en sérénité. C'était vraiment ma vision. Moi, ma vision idéale, c'était d'avoir un manager SAV et puis d'avoir un manager Amada et puis les équipes Amada et que le tout puisse piloter. Pendant très longtemps, on n'a pas eu le manager SAV en interne. On en a eu un, puis on l'a pu, puis on l'a perdu, puis machin. Aujourd'hui, on en a de nouveau un. L'idée, c'est vraiment de réussir à faire communier les équipes pour que ça bosse ensemble. C'était mon idée initiale. On y est arrivé. C'est pas parfait. Mais est-ce que si j'avais 6 assistantes en France qui faisaient le SAV, est-ce que ça serait parfait? Je n'en suis pas persuadé non plus. On paye toujours le prix de quelque chose, quoi. Je veux dire, si vous décidez de recruter en France, ça va vous coûter peut-être 2-3 fois plus cher. Est-ce que ça sera 100% mieux? Pas sûr. Dans tous les cas, si vous avez pas une bonne culture d'entreprise, si les gens que vous recrutez sont nuls, tout ça, vous aurez plein d'autres problèmes aussi. Donc nous, c'est la solution qu'on a décidé de suivre. C'est une solution avec laquelle on est très content. On continue de renouveler notre engagement. L'idée, c'est toujours d'avoir une balance, d'être vraiment entre les deux. On a mis en place il n'y a pas longtemps le service téléphonique. Donc nous, il faut savoir qu'on fait du phoning entrant, un peu de phoning sortant également. Depuis Mada toujours, hein, c'est bien évidemment les équipes de Nomia qui s'en occupent. Donc on a un SAV téléphonique, un SAV email. On pense à mettre un SAV en chat, mais on n'est pas encore 100% sûr de tout ça. On continue de faire des tests et d'essayer d'évoluer, comme disait également Nomia tout à l'heure. Et c'est les raisons pour lesquelles on a décidé de bosser avec SAV Control. Et comment est-ce qu'aujourd'hui on réussit à utiliser finalement leurs forces pour nous aider à développer notre business e-com, monter en qualité, monter en satisfaction client. C'est des challenges, c'est pas tous les jours parfait, c'est l'entrepreneuriat. Rapidement, Nomia, les croyances vraies et fausses sur Mada, sur la délégation à Mada. D'accord. On en parlait tout à l'heure, tu as mis les pieds dedans, tu disais des fois ça arrive que les gens aient la flemme. Oui. Voilà, donc ça c'est une croyance qui est vraie, ça arrive. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres croyances comme ça, un peu des clichés, alors, des clichés qui pèsent sur les Malgaches, oui. Certains qui sont vrais, les clichés, c'est que la famille, enfin si on dit mon oncle ou ma tante, c'est pas vrai. En vrai, ça n'existe pas. Si te donne des excuses comme mon oncle et ma tante ou ma grand-mère, c'est rarement vrai. Oui, il y a des bosseurs, des clichés, je sais pas du tout. Écoute, le cliché par exemple que tu payes moins cher, ça veut dire que les gens sont moins intelligents. Tu disais tout à l'heure qu'au contraire, les Malgaches étaient très intelligents. Oui, absolument. Les Malgaches, en fait, on a vraiment une ressource humaine, mais je te jure, absolument magnifique. Que ce soit dev, que ce soit en closing, que ce soit tout ce que tu cherches, en fait, il y a ici. Surtout francophone, parce qu'on n'est pas très anglophone. Il y a des anglophones, hein. Il y a même des germanophones et tout ça. Mais les francophones, il y en a beaucoup. Mais moins, plus francophones. Oui, voilà, on est plus francophones. Alors, moi, il faut savoir que j'ai une autre expérience du coup de recrutement avec Mada, sur lequel on recrute des gens de pointe, en gros les meilleurs d'école, les meilleurs de promo, principalement dans le développement informatique. Et effectivement, on trouve des pépites qu'on paye deux fois et demi moins cher qu'en France, qu'on paierait à Paris par exemple, ce qui reste énorme pour Mada. On parlait avec Nomia, on lui disait les salaires qu'on paye les gens, c'est énorme pour Mada, mais des gens
hyper bons, hyper doués, indépendants et qui sont capables de travailler beaucoup plus performants même que plein de gens qui sortent de très bonnes écoles à Paris. Donc effectivement, sur cette ressource de qualité, moi j'ai pu le voir, je vois l'impact financier que ça peut avoir et typiquement, et ça c'est autre chose que j'ai découvert dans d'autres aventures aussi, énormément de gros cabinets de recrutement, énormément de grandes boîtes de conseil parisiennes, Publicis, peu importe d'ailleurs dans tous les métiers, que ce soit dans le développement ou dans la com ou dans le marketing, vont chercher des talents, Amada, au Maroc, etc. Et ils les remontent en France et les mettent en contrat et les mettent chez les clients. Et ça, c'est un business qui est énorme, que j'ai commencé à découvrir un peu en 2015, que je ne connaissais pas, que je n'imaginais pas et qui est énorme. Alors, c'est la fuite des talents, bien évidemment, pour Madame, malheureusement, parce que du coup, tous les talents sont ramenés en France. Toutes ces grosses boîtes-là font un sourcing permanent dans ces pays-là, en fait. Et donc, c'est forcément qu'il y a un intérêt. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je pense que après, ça aide aussi les gens d'ici, tu vois. Je comprends qu'on veut rester. Certains veulent rester. Moi, par exemple, je veux rester. De l'argent à sa famille, etc. Exactement, exactement. Si ça peut aider les familles, si ça peut aider, la communauté, écoute, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Moi, je suis pas complètement fermée à l'idée. Moi, par exemple, je veux rester à Madagascar. Ça me plaît de rester à Madagascar. Toi, ça a été ton plan. Tu pouvais te développer en France, tu pouvais aller bosser partout. C'est ça. Et pourtant, tu as décidé de rentrer à Mada. Alors peut-être on en parlera à la fin de l'interview parce que tu as peut-être une vision un peu différente. Tu as peut-être des projets qui sont un peu différents. Tu as envie de rendre, tu as envie de construire, tu as envie de développer. Localement, on parlera de ton association après si tu veux, ton projet d'association, ta vision. On pourra en parler un petit peu après, ce qui va justifier toi ton choix de rester. Avant ça, dis-nous un peu, c'est quoi les inconvénients du coup de bosser à Mada, parce qu'il y en a forcément. Bien sûr. Alors, du côté ressources humaines, effectivement, mais ça c'est vraiment en interne en tant qu'agence que je dis ça. C'est vrai que on a quand même aussi des personnes qui sont pas du tout talentueuses. Donc on voit vraiment le gap, tu vois, de l'éducation à Madagascar, où tu as d'un côté une personne qui est super intelligente, qui parle super bien, et puis d'un autre côté qui a un père de famille qui a 3 enfants, qui peut pas, mais qui n'a aucune expérience, qui parle pas français, tu vois. On voit vraiment qu'il y a quand même, je pense, si je dis pas de bêtises, je pense qu'on est à plus de 70% de personnes qui sont pas allées à l'école. Quand même, hein, sur 30 millions à Madagascar. Et bien sûr, le reste, on a toujours de très bonnes personnes, des personnes très intelligentes, pardon. Mais oui, on voit toujours ce gap. Un gap énorme, quoi. Et c'est quoi? C'est la famille? Énorme. C'est l'éducation? C'est l'éducation. C'est le fait de pas avoir... Peut-être t'as grandi trop loin de la capitale, du coup t'es pas allé à l'école, ce genre de choses? Absolument, absolument. Et ça, je vois ça. Donc, je dirais que l'inconvénient, c'est il y a une grande partie à Madagascar qui est pas éduquée, je trouve ça triste, tu vois, parce qu'on pourrait éduquer Madagascar, les gens à Madagascar, parce qu'il y a tellement de potentiel et ça pourrait vraiment nous aider à nous développer. Mais ça, c'est une autre histoire. Et aussi la connexion. Donc, tout ce qui est connexion, donc comme on travaille à distance, la connexion elle est essentielle. Non seulement la connexion elle est chère si tu travailles avec des freelances, on en a parlé tout à l'heure, ou alors avec des agences, mais ça faut aussi comprendre que parfois c'est vraiment hors de contrôle, c'est vraiment les opérateurs, tous les opérateurs. Moi par exemple j'ai tous les opérateurs qui travaillent avec moi, mais des fois la connexion elle passe pas, tu vois. Des fois la connexion elle passe pas. Donc toi par exemple tu as pris un contrat chez tous les opérateurs pour avoir différents box et différents niveaux de... Pour te dire j'ai 2 backups. Chez Orange, j'ai 2 fibres Telma pour te dire, et avec ça, j'ai encore la connexion tout à l'heure où je dois switcher. Donc oui, ça arrive que ça passe pas du tout. Et enfin, je pense que du côté opérationnel encore, il y a pas mal de délestage. Alors nous, à Nalakel, ça arrive pas fréquemment, mais ça arrive des fois. Mais à Tana en général, quand le courant ça coupe, des fois ça coupe 4 heures, 6 heures. On a un générateur bien sûr, mais des fois tu sais, il y a des trucs comme ça. Je pense que c'est ça l'inconvénient d'être à Madagascar. Imagine si t'as un gros truc t'inquiète pas, République Dominicaine, la capitale, Saint-Domingue, ça coupe 2 fois par semaine. Hein. Voilà. Incroyable mais vrai. Oui, voilà.
si t'as un freelance par exemple et que ça coupe pendant 4 heures et qu'il te dit oui, c'était vraiment à cause du courant, crois-le peut-être. Parce Ça que peut arriver. ça Ouais. peut arriver. Voilà. Mais du Et côté. par contre, s'il te le dit 3 fois par mois, bon, Ah non, au bout d'un moment. écoute, à partir d'un moment, il faut qu'il achète un groupe, un onduleur ou une solution. S'il veut vraiment faire ce travail, je pense il faut toujours cet engagement, il faut qu'il investisse dans ce qu'il fait. C'est Bien ça sûr. c'est à partir de là que tu sais que tu as un bon profil ou pas. C'est l'engagement, toujours la loyauté qu'il a envers toi, si c'est un freelance ou qu'il a envers la société. Je t'assure que les agents sur ton projet, par exemple, ils sont vraiment très engagés. Ils parlent que de ça, on parle que de ça. La pauvre. Toujours. Anna, la pauvre. Ah On non, embrasse mais Anna, oh du là coup, là notre là là manager là. chez SAV Control qui est partie en maternité, là, qui Oui. s'est arraché les cheveux avec toutes nos Je sais pas si problématiques, t'as toutes eu, nos je boutiques. sais pas si t'as eu la photo. On va t'envoyer la photo. Ah, ça y est? Bébé Oui, est ça y arrivé? est. Oui. Ah, super, ok. Ah, super. Et du coup, on embrasse aussi Sophie, du coup, qui est venue remplacer Anna. Donc, Si vous je voulez pense, travailler hein. avec Nomia, son équipe, le lien est dans la description juste en dessous, bien évidemment. Il y aura un bonus d'ailleurs pour justement pousser la recommandation, pousser l'affiliation. Nomia offre toujours des cadeaux des gens qui font la recommandation. Donc, si je dis pas de bêtises, vous aurez l'opportunité d'avoir des tests sur les appels pour récupérer les paniers abandonnés. C'est ça. Vous aurez peut-être des heures de manager en plus sur votre compte. Bref, allez discuter avec Nomia. Voyez comment est-ce qu'elle peut vous aider à mettre en place le SAV. Le lien est juste en dessous. Nomia, parle-nous du coup de pourquoi est-ce que toi t'es pas parti à l'étranger, pourquoi est-ce que t'es pas parti gagner 2-3 000 euros ailleurs, pourquoi est-ce que tu es resté à Mada, pourquoi est-ce que tu gagnes beaucoup moins, c'est pas 2-3 fois moins que ce que tu pourrais gagner à l'étranger et que tu es resté à Mada. C'est quoi les projets, c'est quoi ta vision, pourquoi est-ce que c'est important pour toi? Alors, j'adore Madagascar, tout simplement. Je sais que notre pays n'est pas parfait, encore une fois, on est un pays pauvre. Je t'ai parlé des gaves, je t'ai parlé des problèmes sociaux aussi, de la mentalité. Mais il y a aussi toutes les autres bonnes choses qui se passent à Madagascar. Par exemple, si tu voyais, enfin, je t'ai vu en vacances un peu par-ci, mais je te jure, si tu vas à Tuléar, tu vas tomber amoureux. C'est les Maldives, c'est les sables blancs. C'est absolument magnifique. Tu vas à Nosy Be, donc c'est une petite île du côté nord. C'est absolument magnifique, il faut voir. Donc non seulement le paysage, tout ça, c'est magnifique. Et je trouve aussi quand il y a quelque chose à faire, tu vois, genre c'est pas... Enfin, tu vois, moi, je sais que on peut faire quelque chose par rapport à Madagascar. Ok, on est pauvre, on doit s'apitoyer sur notre sort, on doit faire... Non, je pense que on peut... Parce que moi, par exemple, je t'ai déjà parlé de ça en off, mais je souhaite créer une association. Et dans l'association, il y a l'aide sociale d'abord. Donc, parce que beaucoup de Malgaches ont faim. Et donc, la première chose, c'est que on va offrir de la soupe populaire un peu dans ce style. Aux gens qui ont vraiment faim, tu vois, aux bébés, aux enfants qui sont dans la rue, qui n'ont pas de quoi manger, tu vois, tous les jours. Enfin, il y en a beaucoup. Donc, on souhaite créer d'abord cette partie-là où on leur donne à manger. Et pour les grands, on va leur former professionnellement. Et les embaucher au service client. Alors, Pourquoi pas? malheureusement, non. Parce qu'il faut quand même être assez intelligent, avoir la Ouais, langue. non, sur le long terme, tu vois, dans l'idée. Voilà, en tout cas. donc Ouais. moi je te parle plutôt de la population qui n'a pas été éduquée, qui n'a pas Ouais, eu la chance qui est vraiment dans la de faire misère, quoi. Ça, Exactement. même en étant dans les meilleurs quartiers dans la capitale, cette misère-là, tu la vois tous les jours? Tous les jours, absolument partout. Elle est omniprésente, surtout ici. elle est à chaque coin de rue. Surtout ici, oui. Parce qu'en fait, Madagascar, Antananarive, si tu veux, c'est un peu comme, je compare ça, mais bon, un Malgache comprendra la référence. C'est comme pour un Malgache qui va à Paris, tu vois. C'est un peu, si un country boy. Ouais, d'accord, la capitale, tout le monde veut aller à la capitale, tout le monde veut aller dans le centre-ville. C'est l'Eldorado, ils pensent que c'est l'Eldorado, du coup, les country. Donc tout le monde vient dans le cœur du centre-ville.
Et donc ça ramène un bordel, la population, la pauvreté, la misère. C'est ça. Et quand ils arrivent ici, ils voient que ça, c'est pas comme ce qu'ils avaient imaginé. Ben du coup, là, la réalité revient et voilà. Et moi, je veux Des aider ces loyers plus chers, personnes-là. un coût de la vie plus cher, et tu Ah finis oui, par prendre un boulot dans un call center à 100 balles, et finalement tu galères alors que tu aurais été beaucoup absolument, plus heureux en vivant en périphérie potentiellement. absolument, Je comprends. absolument. Bon, on a la même Et chose en France, hein, c'est juste que le salaire minimum, il est à 1500 balles. hum, Mais tu sais que cette misère humaine, hum, émotionnelle, sentimentale, elle est hum, de plus en plus présente en France. Quelqu'un qui vit en banlieue parisienne, il va bosser à Paris ou en banlieue, il va passer 2 heures dans les transports minimum par jour, en étant entassé comme du bétail dans le métro, dans le bus, etc., dans des conditions parfois de propreté discutables, avec des gens dans lesquels tu te sens pas en sécurité, pour aller gagner 2200 euros, 2000 euros, 2300, 2400 euros, avec 1000 euros de loyer, 1200 euros de loyer. Dans tous les cas, et ça c'est quelque chose que tu peux pas te rendre compte tant que tu n'as pas voyagé ailleurs, la France est en train de devenir un pays développé et la majorité des pays développés sont en train de devenir des pays stables, tu vois. Et aujourd'hui, tu te rends compte quand même qu'une grande majorité des Français vivent dans des conditions qui sont... Et là, je t'ai parlé de gens qui vont bosser à Paris. Imagine les gens qui bossent en banlieue. Moi, ma mère, elle gagnait 1500 euros par mois toute sa vie. Alors, comme on vivait dans un petit village, ça allait, tu vois. Mes deux parents travaillaient, mon père gagnait un petit peu plus. Donc, on était dans une classe moyenne. Jamais eu à me plaindre, on a toujours eu de tout. Mais c'est pas étonnant qu'en France, quelqu'un gagne 1500 euros et dépense 800 euros de loyer, tu vois. hum. C'est presque normal. Normal. Donc Je vois. finalement, tu gagnes plus, mais c'est quoi ton pouvoir d'achat? C'est quoi tes conditions de vie? Comment est-ce Absolument. que tu te sens? Enfin, de toute façon, c'est la merde partout, de plus en plus. Même si c'est pas comparable, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas tout ce Oui. filet social, éducatif. Hum, Je veux dire, les gens se rendent pas compte, mais quand tu nais avec un passeport français, ça change tout. On en parlait en privé. Tu cherchais la dernière fois à pouvoir voyager, tu t'es fait refuser, les problèmes de visa, les trucs, les machins. Moi, j'ai découvert ça avec ma femme, étant dominicaine. En fait, avec un passeport dominicain, tu vas nulle part. Et si tu n'anticipes pas 3 ou 4 mois avant de partir, organiser un voyage, c'est le parcours du combattant. Et bah ça, c'est des choses auxquelles tu te rends pas compte. Tu vois, quand tu nais français, bah, tu as un passeport, tu sais même pas la valeur, tu sais même pas que ça a une valeur. Merci beaucoup Nomia pour ton partage. J'espère que vous aurez pu capter des retours d'expérience concrets sur le fait de déléguer à Madagascar, l'opportunité que ça peut représenter pour votre business, les limitations aussi que ça peut avoir, les différents choix, avec qui travailler, combien est-ce que ça peut vous coûter. Moi, j'ai aimé, apprécié. Je continue à m'engager dans ma relation avec ACAV Control, mais j'ai aussi été touché, inspiré par sa fondatrice, par Nomia, par son histoire, par ce qu'elle a envie de construire et de créer. Et donc, j'espère que ça vous a touché aussi. N'hésitez pas à laisser un maximum de commentaires juste en dessous. Nomia, merci d'être venue jouer le jeu. Merci de t'être confronté. Je sais que c'était pas facile. Est-ce que tu as passé un bon moment? Ah oui, excellent moment quand même. Un bon vendredi soir. Nomia, merci beaucoup. Le lien, bien évidemment, dans la description. Je ferai d'autres vidéos dans lesquelles j'essaierai de traiter un petit peu la délégation, les différents pays que j'ai pu tester. N'hésitez pas à regarder de la description, ça ne doit pas être très loin. Et prenez un rendez-vous avec Nomia et SAV Control, voyez ce qu'ils peuvent apporter dans votre business. Nomia, merci beaucoup Merci encore pour ta beaucoup. lumière. Merci de briller, merci de rayonner. J'espère vraiment que tes projets vont pouvoir avoir un maximum d'impact localement et dans plein de business. Et je te dis à bientôt d'autres prochaines aventures.